Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast réalisé par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Alexis Paoli, photographe de l'architecture tertiaire. Aujourd'hui, je reçois un photographe que je connais depuis près de 15 ans et avec qui, bizarrement, je n'ai commencé que très récemment à parler photo. Alexis et moi avons fait connaissance dans notre ancienne vie professionnelle, la même, agents commerciaux chez CBRE, mais en partant, lui est resté dans le domaine immobilier et a allié sa connaissance du marché des bureaux et sa passion de la photo pour proposer une offre unique en son genre sur le marché. Dans cet épisode, nous allons parler de sa transition professionnelle, de sa passion pour le Japon et de la naissance de sa vocation à 20 000 km de la France, de ses différents projets, de son obsession actuelle pour la séparation claire et nette de tous les sujets dans son cadre, et d'un métier où, s'il n'est pas le seul sur le marché, il est clairement à part. Bienvenue dans l'œil d'Alexis Paoli. Bonjour Alexis. Bonjour Julien. Bienvenue. Merci de m'accueillir. On va attaquer directement dans le vif du sujet. La première question, elle est très simple et très directe. Qui es-tu et d'où viens-tu ? Je suis Alexis Paoli, j'ai bientôt 42 ans. Je suis né en Grèce et j'ai vécu dans divers pays de parents diplomates. J'ai découvert la photo tout jeune, comme beaucoup. On m'a offert un vieux caméra Kodak avec les flashs en forme de cube qui ont, je crois, beaucoup plu. Je crois que c'est le flash qui me plaisait beaucoup plus que l'appareil d'ailleurs. Ça avait de la gueule. Ça avait de la gueule, oui. Ouais. Et puis j'ai découvert mille autres loisirs et 1000 autres manières d'être créative, mais c'est un sujet dont tu as déjà parlé aussi dans les précédents podcasts. On n'a pas fait partie d'une génération où devenir créatif était forcément le premier choix pour nos parents. Et en ce qui me concerne, j'ai même pas eu besoin d'être cadré là-dessus puisque j'avais pas d'autre logiciel que faire des bonnes études, avoir un bon métier et Travailler dans un grand bureau avec une belle moquette grise. voilà, et avec le gros salaire qu'il y avait avec, se faire plaisir, acheter de l'art, acheter des œuvres d'art, voyager, découvrir le monde et avoir éventuellement 1000 activités autres, mais des hobbies. Et malheureusement, j'ai très vite compris en commençant à travailler que j'étais pas fait pour ça. Donc, ça a été long, laborieux, mais j'ai fini par petit à petit me dire qu'il y avait une voie possible. Et je crois que la première fois que j'ai synthétisé un peu tout ça, c'est la première fois que j'ai posé le pied à Tokyo. Où, comme beaucoup, je suis né avec les mangas, la culture japonaise La même génération. a une forte influence sur notre génération. Et j'ai voulu très fort aller voir ce que Akira décrivait dans les BD. Et en arrivant à Tokyo, c'est la première fois que je me suis dit il faut que je reprenne mon appareil. Et j'avais emmené le vieux Pentax de mon grand-père qui m'avait donné avec quelques objectifs dont je me servais de temps en temps, mais pas plus que ça. Et là, c'est la première fois j'ai brûlé, je crois, 40 rouleaux sur les 10 jours de vacances que j'ai passé là-bas. Ça faisait bien rire les copains avec qui j'étais parti. C'était en quelle année ? En 2002. Et à partir de là, vraiment, tout a basculé. Tout ce qui n'était pas la photo devenait presque pénible, mais je n'avais pas encore trouvé la solution pour basculer dans autre chose. Dans le monde créatif. C'est ça. Donc ça a pris quelques années, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai hésité un peu vers quelle voie me tourner. Je vais t'en dire un peu plus. J'ai hésité à être forgeron. Voilà. Je voulais faire des épées. Ça aurait fait un podcast très différent, je pense, ce métier. Probablement, mais il aurait fallu que tu te tournes toi vers le fer forgé pour que tu aies envie de m'inviter. Effectivement, mais bienvenue dans le podcast du fer forgé des forgerons. Voilà, c'est quelque chose que j'ai essayé, mais que j'ai décidé de garder pour plus tard, en pur plaisir éventuel. J'ai hésité à devenir cuisinier, chef. Là aussi, j'ai fini par me dire que c'était un plaisir que je préférais garder pour moi. Donc, il restait la photo qui prenait de plus en plus de place. Au bout de 3 ou 4 voyages au Japon, je crois que ma décision était presque mûre. Prise et irrévocable. C'est ça. Et un matin, je me suis levé, j'ai décidé de quitter l'immobilier, le costard-cravate et de tenter ma chance. C'était en 2008. Pas longtemps après, il me semble. Je crois que je suis parti en 2009. En fait, en 2008, j'ai eu la chance d'être chômeur. Et c'est là que j'ai décidé de faire la bascule. Et le conseiller à NPE, devant ma détermination, il a été sympa parce qu'il m'a dit très bien, allez-y, revenez dans 6 mois,
Je vous embête même pas avec les rendez-vous. De toute façon, je peux rien pour vous. Mais vous avez l'air chaud, alors allez-y. Il y avait déjà l'acre à l'époque? Il y avait déjà l'acre, mais je l'ai pas choisi. J'ai préféré continuer de toucher mes petites indemnités tous les mois. Et ensuite, pendant 1 an et demi, j'ai fait des photos tous les jours. J'ai fait 3, 4, 5 heures de photos tous les jours. Et j'ai appris sur YouTube. Et d'un coup, évidemment, la pratique amène l'expérience et l'expérience amène les compétences. Donc le niveau photo a tout de suite explosé et je me suis fait de plus en plus plaisir. Et puis au bout d'1 an et demi, je me suis dit que j'étais peut-être prêt. Et j'ai recontacté mes anciens employeurs, en l'occurrence CBRE, et j'ai été les voir. Et ils m'ont dit, bon, ok, à l'américaine, on va faire un test. On t'envoie sur un immeuble, tu fais les photos, ça nous plaît, on te les achète. Si ça nous plaît pas, ciao, bye bye. Et ce jour-là, j'ai bossé 8 heures, je crois, dans une tour de la Défense pour photographier 600 ou 800 mètres carrés de bureau. J'ai fait 2400 photos, je crois. Et je suis pas très fier du résultat aujourd'hui, mais quand même, mais ça m'a permis de bosser. C'était un début. Du coup, ils les ont prises? Ils les ont prises. Parce que le ratio, c'est plus le même, j'imagine, maintenant. Non, le ratio, c'est plus le même. On pourra en parler un peu tout à l'heure si tu veux. On va y revenir. Du coup, donc ta spécialité, c'est la photographie d'architecture tertiaire, ta spécialité professionnelle, parce que tu as plein d'autres centres d'intérêt. Qu'est-ce que c'est la photographie d'architecture tertiaire? Alors, la photo d'architecture, déjà, c'est montrer tout ce qui est construit et essayer de faire comprendre dans la photo le contexte et la fonction du bâtiment. Dans le tertiaire, moi, j'ai découvert que je venais d'un monde en costard-cravate et où et les artistes et les photographes, même moins artistes, n'allaient pas beaucoup. Et où c'était pas très glamour. Et marqué par mon passé de col blanc, je pense que j'ai trouvé un intérêt que plein d'autres n'ont pas. Donc ça s'est fait un peu malgré moi, en fait. J'avoue que j'ai attaqué le tertiaire parce que je connaissais les gens, je connaissais mes anciens collègues, mes anciens clients. Et puis très vite, je me suis pris au jeu. Parce que la photo d'archi en milieu tertiaire offre des espaces qu'on trouve à peu près nulle part ailleurs. Des plateaux de 5000 m² d'un seul tenant, des halls gigantesques, des architectures complètement flamboyantes. Et j'y ai pris goût. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on sous-estime toujours ce qu'on a fait avant. Je ne sais pas ce que tu en penses. La plupart des gens te parlent de leur ancienne vie professionnelle. En tout cas, la plupart des photographes qui se sont reconvertis te parlent de leur ancienne vie professionnelle presque en se disant si j'avais pu directement faire de la photo, j'aurais peut-être été mieux. Et j'ai toujours pensé, en tout cas dans mon cas, que ce que j'ai fait avant m'a beaucoup apporté au moment où moi je me suis lancé dans la photo professionnellement. Et j'ai l'impression que c'est beaucoup ton cas aussi. Tout à fait. Ouais, c'est indéniable. Je pense que j'aurais pas pu devenir photographe sans être passé par l'immobilier avant, même si j'ai été profondément pas épanoui, dirons-nous. J'en connais 2-3. Oui. Après, il y en a aussi qui aiment, mais bon, c'est pas pour tout le monde. Là où ce métier m'a tout de même apporté quelque chose de fondamental, c'est que sans lui, j'aurais pas été chercher la photographie comme un mode de subsistance, puisque j'aurais pas... En fait, en attaquant le marché de l'immobilier, je me suis dit, c'est peut-être le seul endroit où j'ai une petite valeur ajoutée par rapport à des photographes qui sont déjà installés et qui travaillent depuis longtemps. Finalement, ça t'a ouvert des portes. Ça m'a ouvert des portes, ça m'a cadré, et en même temps, ça m'a fait découvrir un champ de création photographique que j'aurais sans doute pas soupçonné si j'étais venu à la photo pour la photo. Du coup, pourquoi est-ce que tu fais ce type de photo ? C'est une question difficile. Elle a l'air d'être dans la suite logique de ce qu'on vient de dire, et pourtant, oui, je pense qu'elle est... Par honnêteté, je me dois de te répondre que je fais ce type de photo parce que c'est devenu un besoin compulsif. Je ne sais plus rien faire d'autre, à part quelques loisirs. Mais la photo a pris une telle place dans mon cerveau que, pour donner un exemple, pendant 5 ans ou 6 ans, j'ai plus écouté de musique. La photo prenait vraiment toute la place. Et il se trouve qu'aujourd'hui, quand j'ai pas mon appareil, je regarde le monde comme si je l'avais quand même, presque tout le temps. Et la photo d'architecture est pour moi ma manière de comprendre ce qui m'entoure. Et donc la photo d'architecture est devenue un outil indispensable à ma compréhension du monde. C'est ce qui te façonne, c'est ce qui façonne ta vision des choses. Tout à fait. En fait, tu me dis ça, je me rends compte d'une chose. On était dans ma cuisine il y a pas 20 minutes.
Dans ma cuisine, il y a une fenêtre et derrière, il y a des gros immeubles. Je te remontrerai tout à l'heure. Je suis toujours choqué à quel point ce que je vois par cette fenêtre est rectiligne. Je le pense souvent, je ne mets jamais vraiment des mots dessus, mais j'y pense très souvent et souvent je me surprends en faisant la vaisselle. Il y a le lavabo juste devant cette fenêtre. En faisant la vaisselle, à regarder par cette fenêtre et à voir que des lignes. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça que tu décris. Oui, tout à fait. C'est comme si la fenêtre était un viseur et que tu voyais des lignes droites dedans. Tout à fait. Et parfaitement parallèles. La question suivante est très orientée parce que je sais à peu près ce que tu vas me répondre. Mais comment tu as commencé à être attiré par la photo et par ce sujet précisément? La réponse est simple. Le Japon. Le Japon. J'attendais cette réponse-là. Ouais, ça m'a frappé comme la foudre en fait. Le premier pied posé à Tokyo, l'arrivée dans la baie de Tokyo, c'était Un choc. un choc, un besoin impérieux de prendre un appareil et d'essayer de capter ce que je voyais et qui dépassait toutes les références que j'avais pu voir avant de cette ville incroyable. Quand tu es parti là-bas, tu avais pris l'appareil photo en prévision de ça ou tu es arrivé, tu avais juste un appareil photo par hasard dans la main? J'avais pris le vieux boîtier Pentax de grand-père et des rouleaux, mais je pensais pas... Tu t'attendais pas à cette claque-là? Je m'attendais pas à cette claque-là. Et je suis revenu, j'étais accro. Enfin, après, à partir de là, je crois que les quelques années suivantes, j'ai un peu l'impression que j'attendais juste le moment où je pouvais repartir au Japon, refaire des photos. Tu as été plus combien de fois? J'y étais 5 fois dans ces années-là. Et là, ça fait quelques années, j'y suis pas retourné, mais j'y retournerai. Ça s'organisera. On essaiera de s'organiser ça ensemble éventuellement. Parce que moi, ça fait longtemps que j'y ai pas été aussi et j'ai beaucoup aimé ce pays. Ah, il y a de quoi faire. Hein. J'ai vu dans ta présentation sur ton site internet que tu avais été, que tu as beaucoup voyagé quand tu étais jeune puisque ton papa était diplomate. Donc que tu as vu du pays, que tu as été beaucoup dans le street art. Apparemment, dans les rues d'Athènes, il y a quelques tags qui portent ton nom encore. Oui, je sais pas si elles sont toujours là, mais j'espère. Ça fait quoi, une vingtaine d'années? Oh, je dis ça en toute modestie, hein, c'est plus parce que c'est amusant. On a fait partie avec quelques copains des quelques pionniers du street art athénien, à un moment où à Paris, il y avait déjà des très très grands noms qui tournaient dans les années 90, 92, 93, 94 par là. Et j'ai suivi quelques copains qui taguaient et graffaient les rues d'Athènes, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, et quelques frissons également. Et comme on était des ovnis dans le paysage athénien, on n'était pas du tout confronté à la vie des street artistes parisiens qui étaient pourchassés par la police, attaqués dans le métro. Ouais, vous étiez relativement isolé, discret, donc on vous foutait la paix, quoi. Exactement. Moi, je me souviens d'un soir où des policiers se sont arrêtés à côté de nous pour nous demander ce qu'on faisait. Quand on leur a expliqué, ils nous ont dit vous avez besoin de combien de temps pour finir? On dit une petite demi-heure. Ils ont dit on repasse dans 1 heure. Si vous êtes là, on vous embarque. C'est les bons côtés de la police dans ces pays-là. C'est ça. Il y a un côté bon enfant et un peu tolérant qu'on ne trouve plus du tout en France. Non. Et depuis, la scène artistique athénienne est complètement folle. J'invite tout le monde à aller voir le street art athénien. Il y a des artistes d'un niveau incroyable, bien meilleur que tout ce que j'ai pu faire à l'époque. D'accord. J'y étais il n'y a pas longtemps, mais malheureusement, je pense que je suis passé à côté de tout ça parce que j'avais 3 heures pour visiter. C'était pour un boulot et j'avais un petit bout d'après-midi et j'ai commis cette erreur de vouloir aller à l'Acropole. Et je suis passé par toutes les rues touristiques à la con qui sont le pire truc en fait que tu puisses visiter à mon avis dans une ville comme ça. Et je suis arrivé devant l'Acropole, j'avais en tout et pour tout 3 heures, donc j'ai marché 1h20 pour aller à l'Acropole, ce qui veut dire qu'il me restait 1h40 pour retourner à l'hôtel, donc j'avais 20 minutes pour visiter et je suis arrivé, je me suis aperçu qu'il y avait 1 heure de queue C'est pour un peu rentrer court. dedans. Donc c'était un peu compliqué, je l'avais un petit peu mauvaise et j'ai gardé un souvenir d'Athènes un peu mitigé à cause de ça. Tout n'est pas perdu parce qu'il m'est arrivé la même chose à Rome et finalement j'adore cette ville. Comme quoi. Du coup, est-ce que tu dirais que c'est parce que tu as vécu dans tellement de pays que l'architecture et le côté urbain t'intéressent comme ça? Alors, c'est une bonne question et je pense pouvoir te dire oui. Je vois 2 raisons. La première, c'est que j'ai habité au Yémen, à Sanaa, la capitale, qui est une ville perchée à 2400 mètres d'altitude, qui est célèbre pour ses 1000 mosquées. Une architecture complètement unique, des grands bâtiments en terre crue de plusieurs étages. Vraiment une architecture très très fascinante et je sais que ces paysages ont eu une influence sur mon imaginaire. Et ensuite, j'ai toujours vécu dans des grandes villes. Les diplomates habitent rarement dans les petites villes de banlieue ou de province. Et du coup, pour moi, la vie, c'est la capitale. J'aime
la grosse ville. J'aime la ville où les choses se passent, où tout arrive, où tout repart, où le monde vient échanger. Oui, la vie culturelle, C'est ça. c'est ça qui te plaît. Je pense que pour ces deux raisons-là, oui, la ville, ce qui me touche le plus. Donc, tu es un des quelques artistes parisiens qui n'ont pas envie de se casser de Paris, en fait, aujourd'hui. Surtout pas. Surtout Je pas. crois qu'on est plus que deux dans ce cas-là. C'est vrai. Il y en a beaucoup, beaucoup à qui je parle qui me disent « Oh, je vais aller à Toulouse, je vais aller à Marseille, je vais aller en Bretagne. » J'aime beaucoup ces villes, Moi ils aussi. ont beaucoup de charme, mais je trouve ça trop petit. Mais moi, c'est même pas que je trouve ça trop petit, c'est que quand tu arrives dans une ville comme ça, ton premier réflexe, c'est de dire « Ah, une petite maison par ici, ce serait sympa. » Tu tournes 2 jours dans la ville, puis tu te rends compte que t'as rien. T'as pas ce qu'on a à Paris. Enfin, à Paris, tu peux te perdre dans la ville pendant des heures et des heures, surtout si tu es photographe et que la rue t'intéresse. C'est quelque chose que tu n'auras que dans des grandes villes. Tu n'auras qu'à New York, tu n'auras que dans des coins comme ça, quoi. C'est assez fou. Ah oui, oui, je comprends que ça convienne, que ça soit un peu oppressant pour beaucoup de gens, et c'est vrai que la vie à Paris est un peu folle, quoi. Mais j'ai Et c'est besoin ce de qui fait ça. son charme, Ouais. justement. On va passer aux questions un peu plus rapides. Je t'en prie. Les premières recoupent un petit peu tout ce qu'on a dit. C'est d'où viens-tu et qu'est-ce qui t'a amené à la photo, simplement parce que la plupart du temps, les gens ne répondent pas aussi précisément que toi à la première question. D'où viens-tu? Donc on a bien compris que tu es un enfant du monde. Disons ça, On va dire ça me ça va bien. rapidement. Citoyen du monde. Ce qui t'a amené à la photo, c'est le Japon. C'est ce voyage fou au Japon. Et tu as répondu également à la troisième question. Tu as répondu à beaucoup de questions en avance. Je suis J'aurais dû te désolé, les donner. Julien. Ton premier appareil photo était-il numérique ou argentique? On a bien compris que c'était l'appareil de ton papy. Alors, le premier, ouais, hormis le vieux Kodak de môme, mais sinon, le premier, ouais, c'est un C'était le Pentax, Pentax. un Pentax À argentique l'époque avec où une cellule. Pentax fabriquait des appareils photo encore. Ah oui, et puis j'ai toute la mallette. Il y a un gros téléobjectif, il y a un soufflet pour faire de la macro. Enfin bon, c'est des trucs un peu fous. C'est un autre point commun que tu as avec Cyril Zexer de l'épisode 1 qui a commencé la photo avec un Pentax. C'est vrai, j'ai entendu ça sur le podcast également. Du coup, tu disais que tu t'es vraiment intéressé à la photo à partir de ce voyage au Japon. Comment est-ce que tu as appris la photo? En autodidacte. Je crois savoir que 50% des photographes suivent une formation et l'autre moitié est autodidacte. Je fais partie de cette deuxième Je moitié. crois que 80% de ceux qui gagnent leur vie en photo sont autodidactes. C'est vrai? J'ai l'impression. Je pense qu'en école de photographie, on t'apprend tout sauf le business. Ça, c'est sûr. Et je crois que c'est certainement la plus grosse erreur. Et c'est peut-être pour ça que les autodidactes s'en sortent mieux. C'est que souvent, on a fait un travail, je fais les guillemets, sérieux. Et que du coup, ça nous donne un cadre aussi. Enfin, moi, je sais que sans le commercial de CBRE et d'Xerox, j'aurais probablement pas tenu aussi longtemps. Ah bah, sans le commercial de CBRE, j'aurais même pas existé en fait. Ça t'apprend à démarcher, ça t'apprend à te vendre, ça t'apprend à approcher les gens. Ah, mais j'ai pas l'air comme ça, mais je suis d'une nature un peu timide. Et je me souviens, les premières semaines chez CBRE, quand on nous donnait une liste de 200 prospects à appeler, il m'arrivait de rester une demi-heure devant mon téléphone à regarder le combiné avant de passer le premier coup de fil, Ouais, tellement c'était dur. C'est dur quand en plus quand tu as l'impression de déranger les gens. C'est ça. Qui est, Ce qui est le cas, en fait, la plupart du temps. La plupart du temps, c'est le cas. Pour la petite histoire, on est en train de vendre notre appartement dans lequel on est en train d'enregistrer le podcast. J'ai eu le malheur de passer une annonce dans PAP il y a une semaine. J'ai eu 10 particuliers et quelque chose comme 280 agences. Ah, ils font bien leur boulot. Appelé. Et ils savent très bien qu'ils t'emmerdent, mais ils le font quand même. Et ça demande vraiment une tournure d'esprit que j'ai du mal à comprendre. Moi, j'ai jamais fonctionné comme ça en immobilier et j'ai détesté Xerox pour ça. Parce que ce harcèlement téléphonique, j'ai jamais compris l'intérêt de faire les mêmes bêtises que tout le monde qui ne fonctionnent pas en plus, alors que tu as certainement beaucoup d'autres manières de fonctionner qui vont te rapporter beaucoup plus. Ça me renvoie à des cours d'économie, en fait. Je me souviens qu'on avait eu deux grandes façons, on nous propose deux grandes façons de faire du business, en fait. C'est le supermarché, on vend des grosses quantités d'objets à bas coût et à faible marge, ou le luxe, on vend au contraire des choses qui sont d'une extrême qualité avec une grosse valeur ajoutée. Je me souviens que même à la fac, je trouvais déjà que cette dernière approche était plus séduisante. Ouais. S'investir à fond, faire quelque chose d'unique. Puis réfléchir un peu. Réfléchir un Se peu. servir de son cerveau. Mais oui, le plus possible. Et créer. Ce qui était la meilleure façon de faire. Qu'est-ce qui te plaît dans ta spécialité? C'est quoi le truc qui t'attire le plus dedans? J'aime le jeu mental que représente la création de la photo d'architecture. J'arrive quelque part, j'essaye de comprendre. Puis j'essaye de voir ce que l'architecte ou le directeur du projet a mis dans ce bâtiment ou dans cet intérieur. Et puis après, j'essaye de cumuler ça avec ma perception du lieu
pour en restituer une synthèse qui soit mon regard, mais qui offre aux personnes qui verront la photo ensuite une compréhension du lieu et de sa fonction. Et évidemment, de la patte de l'architecte, puisque dans ce genre de cas, sur la photo de commande, on est au service de quelqu'un qui est lui-même créateur. Et j'aime beaucoup ce jeu. D'accord. Donc c'est un dialogue avec l'architecte quelque part, mais il y a toujours un petit bout de toi dans ce dialogue. Tout à fait. En termes d'inspiration, on en a un petit peu discuté avant, c'est qui tes photographes préférés? C'est quoi tes livres préférés? C'est quoi tes photos préférées? Je vais commencer par un livre qui, je sais, est également un livre que tu aimes beaucoup. C'est Early Colors, du photographe Saul Leiter. Que j'aime beaucoup, c'est un euphémisme, c'est mon préféré. C'est sûrement le plus beau livre que j'ai jamais lu. Je suis on ne peut plus d'accord avec toi, Julien. Je pense que Saul Leiter, pour moi, il représente tout ce que j'aime dans la photographie au niveau sensibilité et au niveau modestie. J'aime sa façon d'attraper un tout petit rien et d'en faire une photo complètement incroyable. Je vais en citer une de lui. C'est juste un pied qui est posé sur le banc, sans doute d'un wagon de métro. Et cette photo, elle défie toutes les lois de la photo. Parce qu'en école, on te dirait que cette photo, elle est horrible. C'est pas droit, le pied mal cadré, enfin, il manque des bouts. C'est une photo qui est... C'est marrant parce que c'est celle que tout le monde retient de lui, j'ai l'impression. Je pense que c'est une des photos les plus fortes. C'est pas forcément ma préférée, mais cette photo-là est tellement forte Que tout le monde s'en souvient. qu'elle revient et la lumière est parfaite. La lumière est parfaite, les lignes sont parfaites. Ouais. Il est assez On revient aux extraordinaire. lignes. Ouais. Même dans la street photographie, je vois les À lignes. tous les niveaux. Les photos, c'est de la lumière et des lignes. En termes de livres, il y en a quelques autres qui ont beaucoup compté pour moi, notamment un que j'aimais déjà avant d'être photographe, c'est Paris plus Klein. William Klein, sa street photographie, ultra dynamique, ultra presque foutraque par moment, mais d'un dynamisme incroyable. Et j'aime aussi sa façon de s'approprier ses négatifs en les retravaillant, en dessinant dessus. C'est quelque chose que je ne pratique pas du tout, mais qui me parle. Et ces photos font écho quelque part à des photos que mon papa a prises quand il était étudiant en mai 68 et qui, je pense, aussi ont façonné une partie de mon regard photographique parce que quand j'ai commencé la photo, j'ai passé pratiquement toute l'année 2008-2009 à suivre des manifestations pour essayer de me confronter à ces images que j'avais dans la tête et j'en ai tiré une de mes toutes premières séries construites que j'avais appelée Visage de crise. Et tu t'es rendu compte que c'est devenu de plus en plus dangereux de faire ce type de photos? Alors c'est super intéressant que tu me dises ça parce que avec la crise de l'année dernière des Gilets jaunes, je me suis vraiment posé la question de savoir si je ne pouvais pas retourner faire quelques images. Et la violence des confrontations de part et d'autre, je ne veux pas prendre parti dans un sens ou dans l'autre, mais la violence des confrontations globalement est devenue telle que je ne me suis plus vu risquer un œil ou une blessure grave pour faire des photos pour le plaisir. Moi, j'ai hésité aussi, et quand j'ai vu un mec qui s'était pris, je sais plus quoi, dans l'œil, qui a perdu un œil, il y en a un autre qui a perdu une main, je me suis dit, mais ça sert à quoi d'aller là-dedans pour se retrouver dans cette situation, quoi? Et donc, j'ai plus la compréhension nécessaire de l'événement pour être capable d'aller y chercher des images intéressantes, je pense. Peut-être que quand t'es papa et que tu as la responsabilité de quelqu'un, tu n'as peut-être plus envie non plus de faire des choses aussi extrêmes. C'est pas le mot extrême, mais tu as peut-être moins ce besoin de militer, de rentrer dans un truc comme ça et de comprendre ce genre de message finalement. La bonne photo ne mérite pas forcément toujours de prendre des coups. C'est clair. En tant que papa, je pense qu'on On a appris à lever le pied parfois. On a appris qu'on est responsable de quelqu'un. C'est ça. Les autres livres, les autres photographes? Les autres livres, il y a un livre incroyable de Bruce Davidson, un photographe américain, qui s'appelle Subway. Il a photographié des gens au flash dans le métro new-yorkais dans les années 80, à une époque où le métro new-yorkais était, je pense, réputé pour être le pire coupe-gorge de la Terre. Et son travail est juste extraordinaire. Avec un vrai flash ou un flash infrarouge plus discret? Avec un vrai flash. Avec un vrai flash. Je vois à quoi tu fais référence. Tu vois quoi? Pierre-Louis, prends-en de la graine. Son travail est fou. En street photographie, je crois que j'oserais pas faire ça en fait. Donc je pense que c'est pour ça que ce bouquin me fascine autant. Il y a souvent des scandales sur l'attitude des photographes dans ce genre de situation. C'est vrai qu'il y a certains types de photos, il faut quand même être particulièrement, j'allais dire agressif, mais je pense que c'est pas le mot, mais il faut vraiment avoir envie d'aller les faire. Ouais. Ça, c'est typiquement ce genre de photographe. D'ailleurs, je pense que, je sais pas si c'est ton cas, mais quand je fais de la street photo, il m'arrive de savoir à l'avance ce que je vais aller faire ou pas en fait. Il y a des jours où tu sens les choses, tu sens la ville et tu peux t'autoriser des photos un peu folles.
de mettre très près des gens, aller voler des portraits comme ça dans des circonstances où tu sais que potentiellement tu vas être vu ou embêté. Et d'autres moments où je sais pas, le feeling n'est pas là et peut-être il faut avoir la sagesse de pas s'exposer ces jours-là. Moi, je fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, j'ai tendance à y aller de toute façon, sauf dans un cas, qui est la racaille à casquette. Parce que si tu as une embrouille avec des mecs comme ça, tu as une vraie embrouille et une pas gentille. C'est vrai. Après, la plupart du temps, j'ai pas trop d'angoisse par rapport à ça. La plupart des trucs se règlent gentiment, mais il y a des gens où tu sens qu'il vaut mieux pas aller les chatouiller, quoi. Ça vaut pas la peine de prendre ce risque-là. Je peux te parler d'une petite anecdote. Vas-y. L'été dernier, il y a 2 étés en fait, il m'est venu l'envie de photographier le patrimoine brutaliste d'Île-de-France de nuit. Oh oui, Et bonne idée. il se trouve que Noisy-le-Grand abrite un certain nombre d'immeubles incroyables, les cités Abraxas de Ricardo Bofill notamment. Et me voilà un vendredi soir de juillet à Noisy-le-Grand avec mon trépied à faire des photos. Et tout s'est plutôt bien passé jusqu'au moment où j'arrive aux abords des arènes de Picasso, un très bel immeuble également. Et là, j'ai repère très clairement des guetteurs, sympathiques lieux de commerce nocturne. Et bon, je me dis, bon, je suis avec le trépied, l'appareil, je peux plus reculer maintenant, je vais les voir, quoi. Et je discute avec eux, je leur explique ce que je fais. Les mecs se regardent, passent un coup de fil, et me disent, non, c'est bon, ça va, tu peux y aller. Et je me retrouve sur la place centrale de cet immeuble, et là, 70 têtes se tournent vers moi. Et la place devient silencieuse. Et je me retrouve avec mon trépied, mon appareil, face à l'immeuble, face à la photo. Et là, j'avoue, j'ai pas déclenché. Je pense que j'aurais pu, puisque j'avais fait tout ce qu'il fallait. T'avais demandé à qu'on la m'avait police accueilli. locale C'est ça. l'autorisation. Mais d'un coup, l'envie de faire la photo était un peu partie. Donc j'y retournerai sans doute une autre fois. Un autre jour, en Ouais. pleine journée plutôt. Le lieu de nuit est quand même assez dingue. Bah, on ira à plusieurs alors. Oui, peut-être. Peut-être ça la solution. Je peux te parler d'autres Vas-y. d'autres photographes si tu veux. On a digressé un peu, mais il y a un livre d'un photographe plus moderne que j'aime beaucoup. Je vais essayer de ne pas écorcher son nom. Elle s'appelle Danila Tkachenko. Le livre s'appelle Restricted Areas et il montre des vestiges de l'époque soviétique dans des décors glacés. C'est pareil, c'est des images qui m'ont beaucoup marqué. Au rayon des photographes qui m'inspirent tous les jours, qui m'aident à mieux appréhender mon approche photographique, je peux te citer pour l'architecture l'école de Düsseldorf, que peut-être tout le monde ne connaît pas. Donc, Je ne connaissais pas quand tu m'en as parlé la première fois, j'ai été voir, c'est absolument fascinant. Il y a un photographe dont je ne vais pas écorcher le nom, je vais te laisser le prononcer, mais que j'ai trouvé absolument fascinant. je pense que tu parles d'Andreas Gursky. Exactement. Gursky est le plus célèbre des disciples de ces 2 professeurs qui s'appellent Bernd et Hilla Becher, qui ont fondé cette école de photo. Et Gursky a une approche de la photo d'architecture qui répond exactement à ce que je souhaite construire, en fait. Pas du tout de la même manière, mais dans sa compréhension du monde et dans la façon qu'il a d'ensuite restituer les choses avec son approche photographique. Alors, je mettrai les liens dans les notes d'épisode et je vous encourage fortement à mettre sur pause là tout de suite et à aller voir le travail de Gursky parce que c'est hypnotisant. Ce que je trouve fascinant avec son travail, c'est qu'il a commencé par photographier des choses comme un photographe d'architecture, donc en s'interdisant de toucher les photos ensuite, et qu'aujourd'hui son image est plus plasticienne que réelle, mais néanmoins le résultat est on ne peut plus réel. C'est-à-dire qu'il transfigure la réalité pour la restituer de manière plus tangible en photo, et il va construire avec différents éléments, faire des composites d'images, mais le résultat a toujours l'air d'être Réel. tel qu'on l'a vu. C'est incroyable. C'est très très fort. Dans les photographes d'architecture, j'aime aussi beaucoup John Davis, qui est un photographe anglais qui photographie beaucoup les paysages et beaucoup les paysages urbains. Et il a une approche de la photo documentaire que je recommande particulièrement. En portrait, je passe d'un sujet à l'autre, mais tous les photographes ont forcément plusieurs cordes, plusieurs marottes. En portrait, je citerai principalement Richard Avedon, qui est pour moi le maître absolu et du mal à concevoir une autre approche que la sienne. Ses portraits sont juste les portraits les incroyables que j'ai vus. Et j'ai envie de citer un autre photographe qui est très très différent, qui s'appelle Charles Frégé, et qui est pour moi, en étant un peu taquin, le seul photographe de portrait qui photographie des gens comme de l'architecture. Et il a une approche dans la neutralité de sa lumière et de son cadrage qui est très particulière. J'ai regardé quand tu m'en as parlé. Et effectivement, les gens sont des îles au milieu d'une image, au milieu d'un paysage. C'est vrai que c'est extrêmement spécial, c'est très beau,
mais c'est vraiment signé. Enfin, tu reconnaîtrais son travail entre mille, quoi. Il y a pas de doute que c'est lui qui a fait cette photo-là. Ouais, il a vraiment développé une signature, une esthétique très forte. Ça a ses qualités et ses défauts, mais dans son cas, les qualités sont vraiment plus fortes que les défauts. Et puis pour citer encore quelques noms en vitesse, j'ai envie de parler d'un peu de street photographie parce que c'est ce par quoi je suis venu à la photo finalement, même si j'ai très vite été appelé par d'autres influences. Et en street photo, j'ai envie de parler de Luigi, photographe mégalomane new-yorkais qui photographiait les gangsters morts d'une balle en pleine tête sur les trottoirs de New York. Dans les années, années 20, 30, qui a fait des photos en infrarouge dans les cinémas pour photographier les têtes des gens à Brooklyn, à Broadway, et qui était réputé pour être plus rapide que la police. Et donc je pense que c'est le tout premier street photo journaliste et sans doute un des meilleurs. surtout dans les années 30, vu la taille des appareils. Ouais, faire de l'instantané avec des appareils de 30 kg et des flashs au magnésium, c'est quelque chose. C'est particulier. Et un dernier que j'ai envie de citer, qui est Gordon Parks, qui est le plus américain des photographes new-yorkais. Si vous aimez Shaft, vous aimerez Gordon Parks. C'est son esthétique, empreinte de toute l'esthétique black américaine de ces années-là. C'est formidable. Je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode pour que vous puissiez vous faire une petite idée des influences d'Alexis. On va repartir sur les questions un peu plus rapides. T'es plutôt zoom, t'es plutôt focal fixe? Les deux, mon capitaine. En photo d'architecture extérieure, plutôt focal fixe, à décentrement. Pour la photo d'intérieur, très souvent les zooms, en fait. 16-35. Parce que c'est plus facile. Parce que c'est plus facile et que parfois, en architecture d'intérieur, la bonne photo ne peut pas être prise juste parce que le trépied ne peut pas être placé à cet endroit. Et du coup, le zoom est indispensable pour juste reculer de 10 cm et zoomer un peu plus et avoir la même image. Du coup, tes focales de prédilection? Alors, je pense que ma focale préférée, sans doute le 24 mm à décentrement, qui est juste ma façon préférée de photographier la ville dès que je ne suis pas en boulot de commande. Mais je travaille quand même très souvent avec le 16-35, 24-70 et le 70-200. Le triptyque. Le triptyque habituel. Habituel. Je réalise juste, on parle d'optique à décentrement, je vais juste te demander d'expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est pour ceux qui n'en ont pas la moindre idée, parce que j'imagine qu'on a des auditeurs qui ne connaissent pas. Alors, c'est une optique un peu particulière et l'explication technique risque d'être trop technique pour moi, mais pour faire court, on a une optique qui produit un cercle d'image qui est à peu près 3 ou 4 fois plus grand que le capteur. Et donc, on peut déplacer cette optique pour aller récupérer la partie d'image qui t'intéresse. Qui m'intéresse. Et donc, typiquement, obtenir des photos de bâtiments droits sans avoir à pencher l'appareil et partir en contre-plongée. Sans avoir à se bagarrer dans Lightroom après, à dessiner des lignes dans tous les sens et à tordre ton image. Exactement. Dans tous les sens. Ça me sert principalement à ça. C'est des optiques très particulières, mais qui servent aussi beaucoup aux photographes de studio pour avoir des effets de netteté. Mais ça, je leur laisse expliquer. La question suivante, on pourrait croire que la réponse est évidente, et pourtant, je suis sûr que tu vas me surprendre. T'es plutôt lumière naturelle ou t'es plutôt flash? Plutôt lumière naturelle. Je me sers finalement très peu de flash. Je m'en sers le moins possible même, je dirais. Le seul moment où je prends un vrai plaisir à utiliser les flashs, c'est pour le portrait, où là, le contrôle total de la lumière est vraiment intéressant. Pour tout le reste, j'aime me confronter à la lumière naturelle et la plupart du temps, j'arrive à m'en contenter. Donc du coup, tu te limites peut-être à certaines heures quand tu as des boulots à faire? Alors dans le cadre de la photo de commande, évidemment, il y a des heures qui sont meilleures que d'autres. On pense tous aux fantastiques heures du matin et du soir, l'heure dorée. L'heure bleue. C'est ça. Mais après, ça vaut pas forcément pour tous les immeubles non plus, parce que certains immeubles sont juste pas éclairé du tout par le soleil à cette heure-là, par exemple. Donc là, il faut juste essayer de trouver le meilleur compromis entre l'exposition, la météo, l'heure à laquelle l'immeuble sera le moins mal éclairé en fonction du mois de l'année où le client a demandé la photo. Tu dépends beaucoup de la météo et des conditions extérieures, du coup? Alors, pour tout ce qui est photo d'architecture extérieure, oui, énormément. Je dirais que c'est même le critère principal. Il m'arrive d'essayer de faire traîner un peu dans le temps certaines commandes parce que je sais très bien que j'aurais pas la possibilité de disposer de, mettons, 2 jours de beau temps d'affilée. Donc pour ça, c'est la recherche de la belle lumière en photo d'architecture dans une grande ville comme la nôtre aujourd'hui est devenue un peu compliquée aussi.
Est-ce que tu retouches beaucoup tes photos? Alors si par retouche, tu entends tout ce qui est correction globale, ou même un peu plus spécifique, oui, je retouche pas mal mes photos. Après, si tu parles de retouches purement Photoshop, enlever des éléments ou en ajouter d'autres, alors là, très très peu. J'aime beaucoup la phase de développement de la photo, enfin, le moment où on regarde un peu l'exposition, les contrastes, tout ce qui est un peu global, et tout ce qu'on peut faire comme à l'époque de l'argentique, que je n'ai pas pratiqué d'ailleurs, mais les masquages, Le aujourd'hui, Dodge and Burn. c'est ça, aujourd'hui on parle de filtres gradués, de choses comme ça. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui vont, au même titre que la prise de vue, qui vont apporter la patte du photographe et donc son regard. Je pense que c'est assez important. Ça fait partie et du travail. Ça fait partie du travail. Après, il y a la phase finale que je déteste, mais qui est souvent nécessaire dans la photo de commande. C'est la partie Photoshop. C'est les mégots qui traînent devant l'immeuble. C'est le trottoir avec des taches horribles. C'est faire le ménage. C'est faire le ménage, c'est ça. Donc faire le ménage le moins possible. Si j'ai pu nettoyer avant, entre guillemets, c'est toujours ça de gagner. C'est des choses que j'ai découvert dans la photo de mariage, mes toutes premières photos de mariage. J'avais des photos de couple où effectivement, j'avais pas fait attention à ces petits détails-là, où j'ai perdu un temps mais absolument dément à nettoyer mon image derrière. Et c'est vrai que ça t'apprend à passer un coup de balai avant d'installer ton couple, avant d'installer ton trépied, ton appareil photo. Parce que c'est vrai que c'est c'est des heures de perdu après. Ouais. J'ai toujours dit que la photo doit être parfaite dans l'appareil. Et je m'y tiens d'autant plus que je sais ce que ça coûte de corriger derrière tout ça. Ah oui, on vit dans un monde où tout est possible, mais à quel prix? Enfin, le prix de la retouche est délirant. Enfin, c'est du temps, surtout quand ton métier, c'est plus de faire de la photo que de la retouche, parce qu'il y a des retoucheurs professionnels à qui ça prendra 3 minutes. Mais nous, on est des gens normaux. On est un peu plus technique que la moyenne. C'est pas notre métier. Mais j'ai pas envie de passer 24 heures sur 24 devant Photoshop, personnellement. Non, déjà, le ratio qui est... dans la photo d'architecture, je pense que le ratio, il est pratiquement au moins 1 heure de prise de vue pour 1h30 à 2 heures de post-prod, mais ça fait déjà beaucoup. C'est déjà bien assez. A priori, la question suivante est aussi évidente, mais c'est pareil, il peut y avoir des surprises. Est-ce que tu es plutôt moment réel ou est-ce que tu es plutôt moment posé ou est-ce que tu es un mélange des deux? Ce serait difficile de te dire moment réel dans la photo d'architecture, puisqu'elle prend souvent tellement de temps à être réalisée que c'est plus vraiment un moment réel, même si on essaye ensuite de restituer quelque chose qui aura l'air réel. Mais est-ce que tu n'as pas un facteur humain des fois dans tes photos? Si, bien sûr. Et ça fait partie des petits plaisirs quand ce satané facteur humain repointe le bout de son nez. Et des fois, ça te fait des belles surprises? Ça fait parfois des belles surprises, souvent des mauvaises. Dans les classiques. On en revient à la nana avec un manteau rouge au fond de ton image que tu n'avais pas vu au moment où tu fais ta photo et par exemple, qui attire le regard comme un aimant. Quand tu fais ton post-traitement, tu n'as pas le choix, tu repasses ta photo en noir et blanc. Où je désature juste le rouge de la robe, par exemple. Oui, sauf quand tu as du rouge, t'as du rouge ailleurs. Dans ton image ailleurs, mais effectivement, c'est toujours un grand plaisir de réaliser ça. Non, moi, je pensais plus, quand tu évoquais ça, je pensais plus au moment où je suis devant un immeuble, déjà depuis 1 heure ou 1h15, à attendre que le soleil arrive, parce que la météo m'a dit qu'il devait arriver, et qu'à peu près au moment où le soleil arrive, un camion de livraison s'installe devant la sortie principale. Et c'est tellement magique qu'on finit par croire que c'est presque délibéré. C'est les dieux de la photographie qui ne sont pas avec toi ce jour-là. C'est ça. Après, parfois, ça marche dans l'autre sens, donc bon, tout va bien. Ça s'équilibre. Si on sort du monde de la photo un petit instant, c'est quoi tes sources d'inspiration? Mes balades quotidiennes dans la ville, je pense, sont ma principale source d'inspiration aujourd'hui, d'inspiration photographique. Puis après, la vie en général, les livres que je lis, les films que je vois, la musique que j'écoute, les gens que je rencontre, tout ça un peu mélangé, et ça donne un photographe. Ça donne un photographe qui s'appelle Alexis. C'est ça. Et qui ne sait plus faire grand-chose d'autre que ça, d'ailleurs. Ça et des gâteaux. Un petit appareil photo dans la tête, avec une petite spatule à côté. C'est ça. Du coup, tu fais quoi de ton temps libre? Quand je ne fais pas de photos, je fais des gâteaux et de la pâtisserie. La pâtisserie, c'est presque comme la photo d'architecture. C'est quelque chose qui est extrêmement contraignant et où la moindre erreur est visible tout de suite. Et du coup, pour me détendre un peu de la photo d'architecture, j'essaye de faire des gâteaux qui sont aussi propres que mes cadrages le week-end. Et t'as pas pensé à marier les deux?
Eh bien, pas du tout. Je dois t'avouer que je suis tellement gourmand, je suis totalement incapable de photographier ce que je fais. Et j'ai qu'une envie, c'est de le goûter ensuite ou de le faire goûter. Tu ne deviendras pas un concurrent de Cyril Zexer, épisode 1. Non, mais je pensais lui demander quelques conseils éventuellement pour photographier. Pour comment résister plus de 5 minutes. C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire en 5 minutes pour avoir une belle photo de ma tarte aux pommes, par Je exemple pense que c'est le nerf de son métier, c'est de commencer par pas manger ton sujet. Je suis prêt à lui en faire 2. Un premier qu'on goûtera et un deuxième qui photographiera. On va s'organiser ça très prochainement. On va passer à un côté un peu plus philosophique dans ton approche de la photo. Le premier, c'est qu'est-ce qui te fait prendre une photo? Qu'est-ce qui te fait déclencher? Qu'est-ce qui définit le moment où tu vas prendre l'image, où tu vas prendre la photo? Là, je vais peut-être parler plus de la photo artistique, de la photo de rue, même si c'est assez difficile à décrire. Des moments comme ça où l'œil accroche quelque chose, je ne sais pas forcément quoi. Et d'un coup, l'envie de photo est là. Et il faut juste trouver la bonne façon, la bonne manière dans le temps imparti, parce que parfois, ça se passe tellement vite qu'il faut être rapide. Et c'est ça que j'aime, côté un peu impulsif, la photo. Elle se présente devant toi et tu sautes dessus. C'est ça. Après, dans la photo de commande et la photo d'architecture, on est plutôt dans une réflexion. Donc, il y a toujours construction de ton image. C'est ça. Il y a toujours une impulsion initiale qui vient m'interpeller ou que je cherche à provoquer dans le cas d'une photo de commande, puisque là, il faut ramener des bonnes photos, on n'a pas le choix. Et ensuite, je me laisse guider par cette impulsion initiale pour construire quelque chose de plus rigoureux. Qu'est-ce que tu cherches à capturer quand tu photographies un bâtiment? J'essaye de montrer son inscription dans la ville, ce qu'il apporte globalement en tant qu'élément construit dans son environnement autour, au travers de sa fonction, mais aussi de son esthétique, et de juste sa place dans le paysage urbain. Quand j'ai été sur ton site, j'ai noté une petite phrase. Donc ton métier, c'est la photo architecture. Ton hobby, c'est la photo en général. Et tu fais de la street photographie, tu vas faire beaucoup de photos de rue. Mais à un moment dans ton site, quand tu parles de la photo d'architecture, tu parles du côté humain de la photo d'architecture. Ça m'a interpellé, ça. C'est vrai que ça peut surprendre parce que la plupart de mes sujets photographiques de prédilection sont vides de toute présence humaine ou une silhouette éventuelle qui vient donner l'échelle. Mais toute la photo d'architecture ne fait que montrer quelque chose qui a été construit, pensé et prévu pour l'humain. Et donc, j'essaye de travailler un peu en creux sur ce sujet. C'est-à-dire, j'essaye de montrer l'humain au travers de la construction, de ce qu'il a construit, de ce qu'il a abandonné, transformé, délaissé ou reconstruit. Voilà, donc, c'est plus une recherche comme ça de retrouver l'humain en creux. C'est ça. L'influence de l'homme sur son environnement. Tout à fait. Il se retrouve. C'est vrai que c'était un mot que je ne m'attendais pas à trouver sur ton site professionnel. J'ai eu beaucoup de mal à repenser mon approche professionnelle ces dernières années et j'ai été beaucoup aidé par un ami, je dis un ami aujourd'hui qui s'appelle Gilles Guillas et qui m'a aidé à construire mon nouveau site web. Et il est lui-même artiste peintre, en plus d'être un excellent webmaster. Et il m'a posé plein de questions qui m'ont obligé comme ça à réfléchir qu'est-ce que j'attendais de la photographie et qu'est-ce que je pouvais y proposer. Et c'est avec lui qu'on a eu cette idée que je trouve assez géniale finalement, qui est à la base un artifice de présentation de site web, mais qui au final me va très bien, qui est de mélanger toutes mes œuvres sur mon portfolio de site web professionnel et de les distinguer finalement selon 3 critères: l'architecture, l'humain, en général, ça peut être du portrait, du reportage ou d'autres sujets, et les séries personnelles. Et finalement, avec ces juste 3 critères-là, j'arrivais à retrouver tout ce que je pouvais produire et tout ce qui m'intéresse. Si on reparle des images que tu produis, qu'est-ce que tu considères être une photo réussie? Là, je vais te répondre par une citation que j'ai prise dans une bande dessinée qui s'appelle Le combat ordinaire, qui a été faite par Manu Larsenet, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Et le personnage du combat ordinaire est un photographe de guerre qui a un peu du mal dans sa vie, qui ne sait plus trop quoi photographier, comment. Et son histoire m'a touché vraiment beaucoup. La BD est sortie à un moment où j'étais pas encore tout à fait photographe, où je commençais à l'être. Et dans cette BD, il a une phrase à un moment qui dit « Si je deviens un peu ce que je photographie, l'image sera intéressante. Si elle ne me modifie pas, elle ne sert à rien, elle est ratée. » Et j'ai pas vu beaucoup de phrases qui me parlent autant que cette phrase pour définir la photo en général, la photo que j'ai envie de faire et la photo que je rencontre partout en général.
Donc la photo, elle doit Elle doit te me changer. changer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être une bête question technique. Telle photo m'a touché pour juste la lumière ou juste le cadrage, mais elle m'a changé. Elle m'a apporté quelque chose. Par extension, si on prend un petit peu plus large et qu'on parle d'un album photo, qui est en général ce qu'on nous commande, c'est pas une photo isolée, c'est un album. C'est quoi un album réussi? Un album réussi, pour moi, en termes de commande, c'est un album où le client va trouver toutes les photos qu'il espérait recevoir, plus d'autres auxquelles il ne s'attendait pas. Qui sont ton œil et ton expertise? Mon œil d'une manière générale, mais plus l'expertise, oui, parce que la plupart de nos clients n'ont pas la culture de l'image, et les amener vers des nouvelles pistes fait partie du plaisir de ce métier, en disant, voilà, vous m'avez demandé une photo je sais pas, de votre hall d'accueil, comme ça, moi j'ai fait la photo comme on s'y attend, la vue frontale, de la borne, toutes les lignes bien Standard. droites, truc standard, qui est impératif, c'est nécessaire de faire cette photo. Mais après, peut-être que j'aurais été me mettre, je sais pas moi, sous la borne d'accueil ou perché sur la mezzanine ou Tu vas prendre un risque. prendre le temps d'aller chercher cette photo un peu différente du lieu, qui marchera peut-être pas, ou en tout cas le temps que j'y aurai consacré me permettra ou pas d'avoir une nouvelle photo, mais elle est importante parce que c'est celle-là qui nous entraîne vers des horizons plus intéressants. Si elle marche, c'est celle qui est extraordinaire. C'est ça, aussi. Quand tu rends un album, est-ce que les photos que tes clients utilisent, c'est celles que toi tu aurais choisies? Souvent non, étonnamment, mais ma compagne est graphiste et pendant des années, elle a rendu aussi des propositions à des clients et j'ai constaté que ces clients étaient rarement en phase avec ses choix les plus forts. Donc je pense que c'est un travers de créatif. Nos images préférées sont rarement les images préférées de nos clients. Parce qu'on est attaché émotionnellement à ces images ou parce qu'on voit pas la même chose qu'eux? Je pense qu'on ne voit pas la même chose d'eux, qu'on est souvent beaucoup plus exigeant et qu'on n'a pas d'attente commerciale, par exemple, vis-à-vis de cette image. Donc on n'a pas besoin d'y projeter des choses de son business. Voilà, donc on se contente de l'aspect esthétique ou du ressenti émotionnel au moment où on l'a produite. Du coup, quand tes clients passent commande et que donc tu as un cahier des charges à remplir, comment tu vis la contrainte que ça représente? Je trouve ça extrêmement stimulant, en fait, la contrainte. J'aime beaucoup avoir un cadre. J'insiste beaucoup quand un client me donne un lieu à photographier. J'insiste beaucoup sur même ces 10 petites minutes au début du shooting où on va faire le tour ensemble et où il va m'expliquer ce qu'il a fait, pourquoi et éventuellement ce qu'il attend de la photo. Parce que la contrainte, finalement, nous libère. Elle nous permet de brider un peu notre créativité dans des champs. Mais une fois qu'on a ces limites-là, justement, on peut se donner à fond sur... On peut essayer de pousser un petit peu les murs en passant. Toujours. Ce qui fait une bonne photo. Parfois pas. Dans ton travail, est-ce que tu vas t'inspirer des autres ou pas? De manière inconsciente, très probablement. De manière consciente, très peu. Je regarde assez peu de photos d'architecture. Enfin, j'en regarde bien sûr beaucoup sur les réseaux, Tu les vois passer sur Instagram? je les vois passer sur Instagram, sur LinkedIn, sur tous ces réseaux, mais je suis pas comme d'autres photographes qui lisent les journaux de mode pour s'inspirer de photos de mode. Je comprends tout à fait. D'ailleurs, il m'arrive de regarder des photos de mode pour aussi trouver une inspiration, je sais pas, dans le choix des couleurs ou autre, mais j'ai jamais ressenti le besoin de me regarder des travaux de confrères pour mon propre travail. En fait, c'est la somme de toutes les autres inspirations qui produisent mon travail. Tu prends le temps de les digérer, de les assimiler. Ouais. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu les vois, ils font leur chemin. C'est la beauté de l'œil d'ailleurs, c'est qu'en fait, depuis qu'on est né, on nourrit notre œil. Tout à fait. Et après, il fait derrière ce mélange lui-même. D'ailleurs, sans en être conscient. Je sais pas si ça t'arrive quand tu fais de la street photographie, mais régulièrement, tu tombes sur une image qui t'accroche l'œil et au moment de déclencher, je me dis non, c'est pas possible ça. C'est une Martin Parr ou c'est une Sol Leiter. Parfois, tu vois des choses qui sont tellement fortes, mais tellement trop fortes, que tu te rends compte que c'est plus ton image, mais c'est une image qui revient de ce que tu as déjà vu. Ça m'arrive pas vraiment parce que je suis pas. J'adore regarder le travail des autres, mais je suis pas obsédé par le travail des autres derrière. Je m'en nourris, mais je l'oublie. C'est comme la technique en fait. Tu l'absorbes. À un moment, il faut plus y penser du tout.
je pense que tu es comme moi, ça fait très longtemps que tu n'as pas réellement réfléchi à la manière dont tu règles ton appareil. Tu le fais. Oui, C'est, tout à fait. c'est comme ça. Et ma façon de voir la photo, c'est ça. C'est que je réfléchis pas à haute voix, entre guillemets. C'est dans ma tête, je sais qu'il faudrait que je me mette un peu plus haut, un peu plus bas, un peu à cet endroit, un peu comme ci, un peu comme ça, avec tel objectif. Mais c'est presque plus conscient aujourd'hui. C'est peut-être un tort d'ailleurs. Je voudrais peut-être revenir par moment à une photographie un petit peu plus consciente et un peu moins instinctive. Mais ouais, non, j'ai pas cette impression d'inspiration, d'une manière générale. Moi, j'ai clairement des moments où je sais que si je déclenche, je vais me retrouver avec une photo comme quelqu'un d'autre. Et c'est gênant réellement ou parce que Alors, finalement, ça tu m'a ne fais pas gêné. exprès. Non, je le fais pas exprès. Enfin, parfois, je me saisis d'un trait de style chez un artiste qui peut te plaire. Ça, on le fait tous consciemment. À un moment, on voit une photo qui nous botte et on se dit « Ah ouais, il fait ça comme ça, quelle bonne idée, je pourrais l'appliquer comme ça. » Mais d'autres moments, c'est vraiment une image, presque une image parasite qui vient se surimposer à mon regard. Je crois que le moment où ça s'est produit le plus fort, c'est mon premier voyage à New York, bizarrement, où j'ai eu l'effet presque inverse de Tokyo, où je suis arrivé à New York et les 2 premiers jours, tout ce que je faisais, j'avais envie de le jeter. C'était nul. En fait, j'avais l'impression de faire juste quelque chose que j'avais déjà vu. Et je me suis rendu compte que New York est sans doute la ville que le monde entier connaît le mieux sans y avoir jamais mis les pieds. Et on a tellement d'images de cette ville que Tu te sens plus dépaysé. j'ai pas réussi au début à imposer mon regard à cette ville, tellement j'avais de références visuelles avant d'y arriver. C'est vrai que c'est un truc qui est très choquant quand tu vas visiter New York. Tu te retrouves devant des endroits que tu as vus dans des films, que tu as vus. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était la bibliothèque avec les 2 lions là devant, que tu vois dans SOS Fantôme. Tu la vois de loin. Je crois que même la caserne existe dans la ville. Et tu te retrouves devant des lieux comme ça. Et tu as l'impression d'y avoir déjà été, alors que tu n'as jamais foutu les pieds à New York dans ta vie, mais tu les connais tellement bien parce que tu as tellement vu en boucle ces films C'est tout à fait ça. que tu t'es à la maison. C'est dément, quoi. Ouais, c'est fou. Et moi, le premier effet a été complètement bloquant. J'ai pas réussi à faire de photos au début. Et puis au bout de 2 jours, les images finissent par revenir et on s'approprie un peu la ville. D'ailleurs, c'est un truc, tu me parles de ça, ça me fait penser à tous les films d'action qui se jouent à Paris. C'est tellement drôle de voir. Les voitures qui roulent sur les quais, puis tout d'un coup, ils se retrouvent, ils étaient dans le 16e, ils se retrouvent dans le 12e. Toi, tu vois que les faux raccords. Tout à fait. Ils se foutent de la gueule du monde, quoi. Déjà, une course de voiture dans Paris, soyons sérieux, 5 minutes. Tu peux pas faire une course de voiture dans Paris aujourd'hui, une course-poursuite, c'est pas possible. À vélo, à la limite, à pied, en voiture. Mais pas en voiture. C'est pas possible. On sait enfin ce que pensent tous les New-Yorkais quand ils voient les millions de films qui ont été faits sur leur ville, en se disant mais pourquoi est-ce qu'il prend à gauche ? C'est pas du tout à gauche qu'il faut prendre. Mais déjà, à cette heure-là, c'est les bouchons sous le pont. C'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'omniprésence des films et de l'image, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal. Et je pense que c'est peut-être pour ça que Tokyo t'a autant marqué, parce qu'il y a 2 voyages dans ma vie qui m'ont dépaysé. C'est Tokyo, c'est le Japon, et c'est la Jamaïque. C'est 2 pays qui sont tellement différents. Et encore au Japon, je trouve qu'il commence à y avoir beaucoup de références occidentales. Et qu'en Occident, on a beaucoup de références japonaises. Donc finalement, on s'y retrouve quand même un petit peu. Mais ça n'a tellement rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir ici. C'est rien que la manière dont tu trouves une adresse au Japon. C'est impossible. Tu comprends pas. Tu comprends pas. En Europe, les rues sont construites autour des bâtiments. Au Japon, c'est l'inverse. Tout à fait. Les bâtiments sont construits autour des rues. J'ai croisé plusieurs Japonais qui m'ont dit qu'ils étaient très très heureux de l'arrivée des smartphones parce qu'enfin, ils pouvaient se retrouver dans leur ville. C'est un de mes souvenirs les plus drôles de Tokyo. On cherchait un bar. Alors là-bas, il y a un grand truc, c'est les bars avec les mecs qui imitent les Beatles, tu sais. Et on en cherchait un et on n'arrivait pas à trouver. On tombe sur un facteur. Un facteur, quand même, il va savoir où c'est. Il n'a pas été foutu de nous dire où c'était. Ça m'est arrivé aussi de ne pas trouver l'adresse. On a fini par tomber dessus par hasard, en tournant, en se disant on finira bien par trouver quelque chose. Et au moment où on a un peu renoncé à chercher, on est tombé sur la façade. Mais c'est vrai que c'est rafraîchissant, c'est dépaysant. Et en fait, je pense que c'est le fait que leur culture, à un certain point, n'est pas compatible avec la nôtre, en fait. Et je pense que c'est ça qui provoque le dépaysement absolu. C'est qu'à un moment, on ne peut pas se comprendre. Il y a une limite de ce qu'on peut faire passer. Et c'est ça qui fait qu'on ne s'y retrouve pas, en fait, et on découvre quelque chose. Moi, ce que j'aime particulièrement, justement, avec le Japon, c'est ça. C'est
de tous les pays du monde, celui qui sans doute nous est le plus proche. Enfin, c'est un pays hyper développé, avec une longue histoire, un fort passé culturel et tout et tout. Donc très très proche d'une autre. Et pourtant, quand on y va, on est sur une autre Qui planète. s'est développé différemment. Tout à fait. Il s'est développé dans la même direction, mais d'une manière totalement différente, avec des bases totalement différentes. Et la Jamaïque, j'ai été très dépaysé, mais dans l'autre sens, c'est que c'est un pays qui est tellement peu développé finalement. Les seuls vrais développements que tu as là-bas, c'est les centres de vacances pour les touristes. Comme tu peux avoir la Jamaïque, en fait, pour les Américains, c'est la Tunisie pour la France. D'accord. C'est les vacances pas chères dans des centres tout inclus, avec un petit truc à visiter autour, mais pas trop, tu vois. Et leur vie a tellement rien à voir avec la nôtre. C'est-à-dire, on a pris un taxi, le mec il s'est arrêté à acheter un avocat, c'était son dîner. Puis il faut aller voir l'avocat aussi, tu vois, c'est pas ce que nous on appelle un avocat en France. C'était un machin énorme, sauvage, pas calibré, importé d'Afrique du Sud par avion, un truc comme ça. Et c'était le truc ultra dépaysant en toute sa splendeur. Et c'est vrai que tu te rends compte des différences culturelles là-dedans. C'est vrai que maintenant qu'on en a parlé, je mets plus un mot dessus. On va reprendre le fil parce qu'on s'est un petit peu perdu dans les discussions culturelles. C'est le podcast Voyage et vacances de Exactement. Julien Pasternak. On va attaquer. Donc, bienvenue dans Forgeron et Voyage. Aujourd'hui, je vous emmène voir un forgeron tokyoïte. C'est ça. On va avoir une audience de dingue avec ça. Je pense qu'il y a un marché à prendre. On en a déjà rapidement parlé, mais on va y revenir. Tu as un rapport très particulier à la ville en général, mais à la Défense en particulier. Alors, la Défense, c'est pratique. C'est près de chez moi déjà. Donc, j'y suis tout le temps. Je fais beaucoup de photos pour le boulot là-bas et j'y ai bossé. Dans un grand bureau où le soir, en faisant des heures sup, je voyais la dalle qui se vidait et les gens qui allaient et venaient. Comme ça, cet effet complètement hypnotique. Et du coup, la Défense est devenue vraiment presque naturellement un de mes sujets de prédilection. Et puis la Défense, ça change tout le temps. Tout le temps des nouvelles constructions. On peut s'y perdre. Au moment où on commence à connaître un itinéraire, bam, ils construisent une nouvelle tour et on est obligé de faire 2 km de détour pour ça. C'est une ville dans la ville, c'est un peu utopique, très froid par certains côtés et de plus en plus vivant par ailleurs. C'est vraiment, je pense, un de mes grands sujets. Enfin, je ne crois pas avoir encore tout à fait épuisé la Défense. Je ne pense pas qu'on puisse épuiser la Défense, très sincèrement. Puis c'est vrai que ça bouge tellement tout le temps que c'est dur d'en venir à bout. Ouais. J'ai une histoire très particulière avec la Défense parce que pareil, j'y ai travaillé dans un boulot que j'ai détesté. Et j'ai juré le jour où je suis parti de la Défense de plus jamais y travailler. Mais plus jamais. J'ai dit plus jamais personne ne me fera travailler dessus. Et un jour, j'ai un couple de mariés. On avait une engagement session à prévoir. Et eux adorent la Défense. Ils me disent on va à la Défense. Je dis, vous faites chier quand même. J'ai un serment à tenir, moi. J'ai juré que je ne travaillerai plus jamais à la Défense. Et vous allez me faire bosser à la Défense. Et j'ai adoré ce moment. Ah oui, et puis tu as fait cette photo qui est sur ton site, qui est juste géniale, avec le couple devant la colonne Le Moretti, qui est un endroit que j'aime particulièrement aussi. Je suis devenu fan de cet endroit et j'ai tendance à y retourner. Ça m'a fait essayer d'autres choses, notamment à côté de chez moi, il y a les dalles de Beaugrenelle. Ah oui, qui sont un sujet fantastique également. Dans le même esprit où effectivement c'est un endroit où tu ne vas pas traîner comme ça spontanément. Et un jour, on a fait, avec notre petite bande de street photographes, une petite balade par là-bas en se disant tiens, ça peut être sympa. On a découvert un monde dans le monde, un endroit totalement... alors que tu as l'impression que tu vas arriver sur une dalle déserte, tu te rends compte qu'il y a une vie là-haut. Et il y a du monde, et il y a des bâtiments, il y a des bureaux, il y a des choses. Et c'est fascinant. Oui, l'architecture sur dalle... Alors pour aller au-delà de la Défense, je trouve que l'architecture sur dalle de ces années-là produit quelque chose qui, urbanistiquement, est très particulier et qui photographiquement est rend bien, qui malheureusement n'a pas pris, parce que si ça avait pris, je suis sûr que ça serait assez efficace, mais ça n'a pas pris au niveau de la population. Finalement, c'est laisser la part belle aux piétons à une époque où on essayait de mettre la voiture en avant. Ouais. Et ça a assez mal pris un peu partout où ça a été essayé, mais néanmoins, je pense que c'est peut-être que ça va revenir. C'est un témoignage la voiture assez important. Et persona non grata dans les villes. Peut-être que justement ce système va redevenir intéressant. On verra, ça fera des nouveaux sujets photographiques en tout cas. On verra au développement. À l'épisode 1000, on reviendra dessus. Je te ferai revenir avec plaisir. Pour discuter. Avec plaisir. On sera vieux, on aura de la barbe tous les deux blanche. J'aurai toujours pas de cheveux. Et moi peut-être plus. Mais là ça va encore. La dernière question côté philosophique, c'est
comment tu trouves l'inspiration finalement en photographiant des bureaux et des immeubles? Est-ce que tu n'as pas à un moment l'impression que tout va se ressembler un petit peu? Ou est-ce que c'est peut-être justement ce qui fait ta différence? C'est une bonne question parce que c'est vrai que le style d'un aménagement d'un plateau de bureau aujourd'hui, finalement, est assez normé. Enfin, on retrouve plus ou moins des tendances et pendant 3-4 ans, on va retrouver déclinées sous diverses thématiques les mêmes tendances. Alors en ce moment, c'est la maison qui débarque dans le bureau, les ambiances cocooning, le coworking, Le petit sas où ils vont se réfugier pour téléphoner au c'est calme. ça, le baby-foot qui est devenu incontournable. Je pense que Bonzini est redevenu Une marque cool. une marque cool. Pourquoi c'était pas comme ça quand on bossait, nous, dans les bureaux? Hélas, non. On n'avait pas de flipper ou de baby-foot, nous. On s'est fait avoir, on a eu le mauvais deal. C'est ça. Bah, écoute, ça nous a permis de partir faire autre chose. Donc c'est pas Exactement. plus mal. On serait peut-être resté pour le baby-foot. Peut-être. Donc du coup, est-ce que tu trouves ton inspiration là-dedans? Eh bien oui. Parce que finalement, chaque projet est décliné dans un immeuble différent et chaque architecte va produire, même au sein du même immeuble, 2 projets différents aussi, puisque le client a aussi son besoin et ses demandes. Et tout ça fait quelque chose d'unique à chaque fois. Et puis, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur ce qui me plaît le plus dans la photo d'architecture et le côté du jeu mental et de la construction d'une image. Finalement, que j'aime ou que je n'aime pas mon sujet du jour, c'est pas le propos. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je vais réussir à en faire des belles photos? Et si oui, alors là, je serais content. Même si stylistiquement, je trouve le lieu horrible, par exemple. Ce qui peut arriver. Ça peut arriver. Je ne suis pas toujours en phase avec les goûts de mes clients, mais néanmoins, certains shootings peuvent être extrêmement intéressants juste par le lieu, ou le volume, ou la lumière. Et puis des fois, tu as un défi à relever du coup. C'est ça. Alors le vrai défi, c'est plutôt quand on t'envoie photographier un local d'activité en deuxième couronne d'Île-de-France. Voilà. Avec des stars dedans d'un camion qui a reculé, qui a défoncé le bardage. C'est ça. C'est là où il faut être le meilleur en fait. Ça t'arrive souvent? De moins en moins, fort heureusement. Tant mieux. On va passer au côté un petit peu business de ton travail. Comment est-ce que tu vends de la photographie d'architecture aujourd'hui? En termes de commercialisation, comment est-ce que tu trouves des clients? Non, mais comment est-ce que tu fais ta communication? Comment est-ce que tu développes ton business? Je pense faire la même réponse que beaucoup de photographes aujourd'hui, principalement le réseau direct, les gens qu'on rencontre, qu'on côtoie, qui nous recommandent, qui parlent à d'autres clients. J'ai la chance de faire un métier où la plupart de mes commandes se passent chez les clients de mes clients. Et donc à chaque fois que je sors, je rencontre d'autres gens. Et encore plus que ça, mes clients font appel à plein d'autres gens qui peuvent être intéressés aussi par mes photos. L'architecte a fait un projet, mais le vendeur de moquettes, de mobilier, le décorateur, le paysagiste peuvent également être intéressés. Et je suis souvent amené à les rencontrer, soit pendant la séance, soit au moment de rendre les photos. Donc c'est clairement une de mes sources principales de nouveaux business. Et aujourd'hui, il y a un réseau qui a pris finalement une importance grande dans ma communication. C'est LinkedIn. Autant les autres réseaux que j'utilise pour leur côté plus fun, autant celui-là me permet de communiquer sur ma spécialité, la photo d'archi tertiaire, et vraiment de toucher un public de plus en plus large. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir sur un post à peu près touché entre 2 et 3 fois mon réseau LinkedIn. Donc ça veut dire que j'ai systématiquement des gens que je ne connais pas qui voient mes photos. Et si ça ne m'apporte pas directement des demandes de contact immédiates, en revanche, ça assoit grandement mon image sur le marché. Ça te fait exister. C'est ça. Ça t'installe dans l'esprit des gens pour que le jour où ils ont besoin de toi, ils vont spontanément penser à toi. Exactement. Et c'est vraiment, je pense que c'est devenu un des rouages essentiels de ma communication. Donc réseau à papa et réseau à papa, parce que LinkedIn, c'est le réseau des papas. C'est ça. Et oui, mais tu sais, je travaille dans l'architecture, et l'architecture aujourd'hui, c'est pas non plus le réseau des agences de com cool qui bossent dans l'événementiel. Ça peut venir, ils vont écouter ce podcast, ils vont se dire putain, il y a un truc à faire, et on va appeler Alexis. Il y a plein de trucs à faire. Il y a toujours plein de trucs à faire. C'est ça qui est incroyable, c'est que des fois, tu prends un domaine obscur et t'en fais ta spécialité. Ça m'avait vachement marqué dans l'épisode 3 de Pierre-Louis,
qui est dans un domaine, tu te dis, tu fais de la photo infrarouge, UV, tu vois pas spontanément les débouchés commerciaux. Et pourtant, en faisant un truc qui l'intéressait, il est devenu la référence quasi mondiale, quoi. Si Oui, et pas qu'un peu. Si tu écoutes le podcast, c'est les mecs qui le font venir aux États-Unis pour son expertise. Donc, Oui, il raconte son shooting à New York dans ton épisode. Ouais. C'est incroyable. C'est fantastique, justement, d'avoir, par sa spécificité artistique ou photographique, la possibilité de mener des travaux de commande sans aucun compromis, finalement. Ce que je trouve fabuleux en fait dans son cas, et je pense que ça s'applique également dans le tien, c'est qu'on prend un domaine qui à la base fait pas réellement rêver, faut être honnête, mais que quelque part tous les deux vous avez réussi à le rendre sexy. C'est gentil. Enfin, j'ai pas rêvé de faire de photos infrarouge UV, j'ai pas rêvé de faire de photos d'architecture, mais quand je vous vois là-dedans, je me dis c'est beau. Il y a un vrai beau truc finalement, et c'est vrai que c'est pas mal d'être le roi de son petit royaume. Je pense qu'on vit une époque où la spécialisation a quand même une grande importance et on a tellement de concurrence aujourd'hui que soit on est très très fort en communication, voire on développe, je sais pas, des moyens dédiés pour ça. Enfin, soit on n'a pas d'autre choix que d'être le meilleur dans ce qu'on fait. Le meilleur dans un domaine très serré. C'est ça, ou d'essayer du moins. Du coup, commercialement, est-ce que tu ferais un lien avec ta vie professionnelle précédente ? Dans le sens où... Est-ce que ça t'a apporté quelque chose ? J'ai l'impression que ça t'a apporté déjà une base de clientèle que tu connaissais déjà, mais est-ce que ça t'a apporté autre chose ? Ça m'a apporté finalement... Je pense que ça m'a apporté une source d'inspiration personnelle que je ne soupçonnais pas. Je pense que c'est vraiment comme ça que je peux le dire. C'est ce qui a défini ta vocation ? Un peu, oui. Pour être franc, au début, je me suis dit, je vends des photos d'archi et puis je vais faire Cartier-Bresson à côté, pour faire court. Hein. Et en fait, aujourd'hui, mon regard professionnel et mon regard artistique personnel sont beaucoup moins tranchés que ça, puisque l'un nourrit l'autre et l'autre le premier nourrit le deuxième et vice-versa, et ils se répondent. Et, tout s'entremêle. Et le passé dans l'immobilier là-dessus est finalement une étape importante de ma vie et j'en serais pas du tout là aujourd'hui photographiquement si j'avais pas vécu cette expérience avant. Direction. Tout à fait. C'est vrai que dans ton travail perso comme dans ton travail pro, finalement, il n'y a pas de séparation franche. Ah oui, c'est marrant parce que j'ai l'impression du contraire, moi. Ah, moi, je te reconnais en fait dans les deux cas. Même dans de la street, je reconnais ton regard. D'accord. Il y a cette photo qui, je crois, est à couverture sur Facebook en ce moment, de gens bien séparés sur les marches de la Je vois où tu veux en venir. Et je trouve que tu as un regard, j'ai pas envie de dire chirurgical, mais tu as un regard vraiment précis, et on reconnaît la façon dont tu vois les lignes, la façon dont tu vas repérer chaque petit détail et les coller les uns par rapport aux autres, même s'il y a plus de patience quand tu photographies des gens, parce que tout ne peut pas être aligné parfaitement au moment où tu vas prendre ta photo. Mais je trouve qu'on reconnaît ton style. Je n'avais pas fait le lien là-dessus, mais c'est vrai que ta question est assez intéressante pour ça, parce que il se trouve que ça rejoint mes questionnements photographiques actuels. Tu en as parlé dans un billet de ton blog où on construit son regard photographique Lego, ouais. comme un Lego, brique après brique. Et quand on a une brique en main qu'on ne sait pas encore comment poser, parfois ça peut prendre un peu de temps avant de trouver le bon emboîtement. Je me rends compte que ma brique de Lego que je n'arrive pas à poser en ce moment, où je n'ai pas encore trouvé la bonne manière, c'est d'essayer d'être le plus clair possible dans mes images et donc de détacher les plans. Et détacher les plans, ça veut dire chaque élément de l'image, si possible, doit avoir son contour net et pas coupé par un autre élément. Et c'est vrai que maintenant que tu me le fais remarquer, c'est clairement le cas entre ma photo, je sais pas moi, j'ai encore, je pense à une photo que j'ai faite pour le boulot la semaine dernière où j'ai consciencieusement écarté les fauteuils de bureau sur une photo de 3/4 pour que chaque dossier se détache en dégradé comme ça sur l'arrière de l'image. Et par ailleurs, les 20 minutes que j'ai passées devant les marches de la Défense pour avoir le moment où j'avais quasi tout le monde détaché les uns des autres. Tu sais que là-dessus, tu as des teints sur moi parce que c'est devenu une obsession maintenant. Ah mon pauvre, je suis désolé. C'est vraiment quelque chose auquel je vais vraiment faire attention maintenant. Enfin, je faisais déjà attention à plein de choses,
Mais j'avais jamais consciemment fait attention à ça. Et en ce moment, dès que je mets l'appareil à l'œil, c'est une obsession. Et je me rends compte que j'ai tendance même à m'accroupir un peu plus quand je fais des reportages et des choses comme ça, pour justement moins être confronté au problème. Parce que quand tu as du reportage et que tu es sur une soirée qui sont 400, tu as forcément à un moment ou à un autre quelqu'un derrière. Mais ça devient vraiment, vraiment quelque chose qui prend beaucoup plus de place dans mes photos en ce moment. Mais c'est ça que j'aime avec ce genre de questionnement, c'est qu'un jour on se lèvera le matin et on se rendra compte qu'en fait cette question elle a complètement disparu. Et tu le feras spontanément et sans y réfléchir. C'est le petit Lego qui va disparaître sous plein d'autres Lego. Exactement. Et tant que tu l'as dans la main, c'est que celui-là qui va t'obséder. Tu vas penser qu'à ça. Tant que tu n'auras pas réussi à le placer quelque part, il est dans ta main et tu n'as que 2 mains. Donc tu peux en avoir un dans une main, un dans l'autre. C'est ça. Et c'est tout. Et au tout début, il faut parfois beaucoup de temps pour arriver à placer une brique correctement. Je me souviens. Et puis des fois, tu la reprends et tu la remets. Mes toutes premières photos, j'ai rencontré ma femme, j'étais pas encore photographe et elle est graphiste. Et elle m'a dit tes photos, elles sont pas mal, mais il y a des trucs qui traînent sur les coins, c'est pas propre. Ouais. Alors je lui en ai un peu voulu au début, pas longtemps. Et puis quand tu as compris qu'elle avait raison. Et puis j'ai compris qu'elle avait raison. Et puis après, pendant 1 an, j'ai mis toutes mes photos à la poubelle, ou presque. Et depuis, je sais que je suis un peu maniaque là-dessus, mais c'est vrai que j'y pense plus. Mais quand tu te contrains à ne pas garder les photos qui ne correspondent pas à certains critères, t'en jettes une, t'en jettes 2, t'en jettes 3, t'en jettes 10. À un moment, tu te dis bon, qu'est-ce que je vais repêcher ? Est-ce que je ferais pas mieux de faire un peu attention tout de suite au départ ? Et c'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit. Enfin, je pense qu'on parlait de Sol Leiter tout à l'heure. Je pense que Sol Leiter à 18 ans, c'est pas Sol Leiter à 80. C'est sûr. C'est pas la même personne. Et aujourd'hui, moi, un photographe que j'admire beaucoup, c'est Harry Gruyaert. Et c'est quelqu'un, on en avait déjà parlé, je sais plus avec qui, où effectivement, il peut prendre un sujet méga chiant et t'en sortir une image géniale, mais je pense que c'est une vie d'essai. Ouais. Et il y a certainement eu quelques années où il faisait ça, et où il a tout jeté à la poubelle en disant non, ça marche pas, parce que si, parce que ça, jusqu'à ce qu'il comprenne. Et aujourd'hui, il te fait un livre entier avec des halls d'aéroports vides. Qui sont toutes incroyables. Et c'est fascinant. C'est un vrai talent. Je partage tout à fait ton ressenti. On aurait peut-être dû aborder ce sujet plus tôt, mais hors boulot. Tu fais de la street, tu fais quoi d'autre ? En photo ? En photo, ouais. Beaucoup de street. En ce moment, j'ai découvert une nouvelle marotte, en fait. Après, qui recoupe encore ton métier, je trouve. Oui, c'est vrai, j'avoue. Je suis tombé sur un groupe Facebook qui met en avant les devantures de boutiques françaises des années 50 à 70. Alors c'est très très particulier comme intitulé, hein. Mais visuellement, il faut penser à toutes ces polices de caractère complètement fun, folles. Une époque où le design a un peu explosé et où l'industrialisation des choses arrivait aussi doucement. Et donc, ça a produit des choses qui, visuellement, sont complètement dingues. Et je suis tombé vraiment par hasard sur ce groupe et j'ai tout de suite trouvé ça marrant. Et de fil en aiguille, j'approche les 200 et quelques boutiques répertoriées en Ile-de-France et j'espère en faire une série bientôt. C'était ma question suivante. Tu vises l'exposition, tu vises le livre, tu vises ce genre de choses ou pas ? Alors, j'ai tendance à penser que chaque série a une ou deux façons d'être montrée, et principalement. Pour cette série sur les boutiques, par exemple, je sais déjà que j'aimerais beaucoup les montrer tout en même temps. J'aimerais avoir cet effet de masse pour pouvoir montrer 300 ou 400 boutiques. Ça a beaucoup plus de sens que de les montrer une par une au fur et à mesure. C'est ça. Je pense que l'intérêt de la série prend son sens aussi dans l'accumulation documentaire. Et c'est vrai que c'est un procédé que j'avoue avoir toujours très tenté d'utiliser. J'ai une autre série en cours où j'ai commencé à photographier un certain nombre des collections que mon grand-père a faites pendant toute sa vie. C'était un peu un collectionneur de collections. Et comme souvenir, j'ai envie de garder, pas forcément les objets, mais une trace de ces marottes. Voilà, et donc j'ai entrepris de les photographier pour avoir, pareil, par collection, une vue globale de l'ensemble des objets qui composent cette collection. Et on retrouve cette manière un peu accumulative de faire des images. Et tu vas en faire une collection ? Oui, mais seulement d'images. Dernière question sur le thème du business. Aujourd'hui, est-ce que tu gagnes bien ta vie ? Et si oui, combien de temps ça a mis ?
Alors, je vais reformuler un tout petit peu ta question Vas-y. par rapport à avant. Je gagne beaucoup moins bien ma vie que quand on s'est connu dans l'immobilier, mais je vis infiniment mieux. J'ai du temps libre, j'ai du temps de cerveau disponible à gogo pour tous mes petits questionnements personnels et artistiques. Tu as choisi ta vie. J'ai choisi ma vie. En fait, on se rend compte que quand on n'est plus dans la folie, y a plein de besoins qui disparaissent. Enfin, c'est bête, mais j'ai moins besoin de vacances. Enfin, j'ai juste besoin de pouvoir sortir, m'aérer la tête, mais je suis en vacances quand je travaille pas, en fait, quand je suis suffisamment serein pour me dire que je suis en vacances, en fait. C'est un autre problème de l'indépendant. Puis tu es content de revenir des vacances? Je suis ravi de revenir de vacances. Aussi. Souvent, mon premier boulot après les vacances, je m'éclate. Enfin, je me dis, c'est génial, quelle chance j'ai. Par rapport aux années d'agent immobilier, tu revenais à reculons? C'était même pas à reculons, c'était la peur au ventre. Mais après, est-ce que j'en vis bien? Oui, j'en ai vécu assez bien, assez rapidement en fait. Il m'a fallu, je pense, 1 an et demi, même entre le moment où j'ai dit à la NPE je deviens photographe et le moment où j'ai dit à la NPE gardez mes indemnités, ça va. Je crois qu'il s'est passé un an, un peu moins d'1 an. Au démarrage. Ouais, au démarrage. Et depuis, tu es stable? Et depuis, ça a assez vite progressé. Et depuis 4-5 ans, c'est assez stable. C'est assez stable. J'avoue que toutes les nouvelles commandes intéressantes qui pourraient se présenter sont les bienvenues. Je mettrai ton numéro de téléphone à la fin de l'épisode. Dans ta carrière qui commence à être assez longue, c'est quoi le pire moment? Alors, le pire moment, je pense que c'est en janvier 2011, où ma fille, à ce moment-là, elle a 2 semaines à peu près, et elle dort par tranche de 45 minutes. Donc, je ne vais pas pousser la description plus loin. Tous les parents savent. Un enfant connaît le problème. C'est la phase zombie où les parents sont plus ailleurs que là. Et il se trouve que c'est à peu près le moment où mon activité commençait à démarrer un tout petit peu et où je venais de gagner un boulot pour les restaurants Quick qui organisaient pour leurs 40 ans une espèce de grande opération auprès d'écoles de création. Des graphistes, des architectes. Et donc, ils faisaient plancher des étudiants sur des sujets assez intéressants pour imaginer ce que serait la restauration dans 40 ans. Et il fallait aller les voir et photographier les jurys, les projets, donc du reportage, mais sur un sujet déjà très sympathique, avec ce qui était pour moi une très grosse commande à ce moment-là. Et je devais prendre mon train à 7h à la gare du Nord, et je me suis réveillé ce matin-là à 7h15. Et j'ai fait, je pense, la chose la plus idiote de ma carrière de photographe. J'ai sauté sur ma moto que j'avais encore à l'époque et je suis monté en Belgique à 200 km/h pour aller faire le boulot. Et j'ai fait le boulot. Bon, pas tout à fait aussi bien que si j'avais pas loupé le train, mais j'ai fait le boulot. Reposé. C'est ça. Et en y repensant, c'était quand même très bête. Surtout avec un bébé de 15 jours à l'époque. C'est ça. Et c'est le moment où tu n'as pas encore compris, je pense, que tu es papa. Tu es encore dans ta vie d'avant. Et puis c'était le moment où ma vie de photographe démarrait aussi, donc c'est dur de t'étirailler entre un choix et clairement ce jour-là j'ai fait le mauvais choix. Tu as besoin de nourrir le bébé aussi, donc c'est pas si simple que ça. Tu te dis, si au 2e jour où ce gros client m'appelle, je le plante, qu'est-ce qui se passe? Du mal. Bah oui. Du très très mal, il t'appellera plus après. C'est ça. Par opposition, le meilleur moment de ta carrière? Alors le meilleur moment, je pense que c'est ma rencontre avec Jean-Luc Monterosso, qui était en 2014 le papa et le patron de la Maison européenne de la photo, donc un grand monsieur de la photographie contemporaine, et par un copain qui est traducteur au Japon et qui s'est retrouvé à lui servir d'interprète dans un voyage là-bas. Et j'ai eu la possibilité de le rencontrer, alors que je ne suis pas complètement sûr que si je lui avais juste envoyé mon portfolio, il m'aurait accordé un rendez-vous. Peut-être, mais en tout cas, je n'ai pas osé à ce moment-là. Mais ce prétexte ayant été trouvé, je lui ai écrit. Et il m'a accordé un rendez-vous qui était prévu pour durer 15 minutes, 20 minutes. Gentiment, il m'offrait la possibilité de montrer un peu mon travail. Et je suis resté avec lui pendant 1h30 et ça a été passionnant. Et ça reste, je pense, mon meilleur moment photographique encore aujourd'hui parce que c'est le moment où, pour la première fois, quelqu'un du monde de la photo et pas un client ou un proche. Sait réellement de quoi il parle. Quelqu'un qui sait réellement de quoi il parle, qui a vu à la place où on est à ce moment-là des milliers d'autres gens avant. Et ce monsieur-là, il m'a dit, tu as quelque chose à raconter, continue. Et ça fait du bien. Ça, je crois que ce jour-là, je me suis senti vraiment photographe. Donc, alors que j'en vivais déjà depuis 4 ou 5 ans, 2014. 2014, donc tu avais 5 ans de métier? Ouais.
Je crois que même pendant des années après, quand on me demandait ce que je faisais comme métier, j'hésitais à répondre photographe. Et à partir de là, je pense que j'ai plus hésité. Tu as besoin à un moment on te rappelle que tu es photographe, que tu as choisi ce métier. Ouais. Et qu'il faut l'assumer à un moment peut-être. Ouais. Et j'ai remarqué qu'il y a un moment, quand tu démarres, tu dis je suis photographe et les gens te demandent c'est quoi ton vrai métier. Et il y a un temps où tu réalises que tu es photographe. Et quand tu dis photographe, plus personne ne se pose la question. C'est vrai. Et je pense que cette question, c'est quoi ton vrai métier, c'est pas les gens qui sont cons, c'est nous qui sommes pas sûrs de nous pendant un temps. C'est au moment où on dit ça, on exprime autre chose. Ouais. Pendant longtemps, je l'ai reproché aux gens et je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être à moi que je devais la reprocher. On arrive à notre toute dernière question du podcast. Qui est-ce que tu me recommanderais pour un prochain épisode ? Écoute, j'ai beaucoup cherché qui je voulais avoir à ma place bientôt. Et je vais te citer un nom, c'est Laurent Cronenthal, qui fait de la photo d'architecture comme moi, qui s'est fait connaître pour une série de photos d'espaces un peu fous, dont les immeubles de Noisy-le-Grand, dont je parlais tout à l'heure. Lui, il a osé prendre la photo. Il y a été 2 jours aussi, je crois. Mais peut-être lui, il a osé. Ou il avait des copains là-bas, je ne sais pas. Peut-être 2 jours, tu as besoin de négocier aussi. Tu lui poseras la question. Je lui demanderai. Et oui, j'aimerais beaucoup savoir ce qu'il y a dans son œil. Bon, on va essayer de le contacter. Je crois que tu ne le connais pas personnellement. Non. Mais je vais lui envoyer l'épisode, je vais lui expliquer que tu l'admires beaucoup. Et peut-être qu'il acceptera. C'est quoi ton actualité aujourd'hui ? Alors, mon actualité prochaine, elle est simple. On m'a proposé d'organiser un workshop dédié à la photo d'architecture urbaine le 16 et le 17 mai prochain. Et ça se passera avec Graines de photographe. Donc je suis vraiment ravi déjà qu'on m'ait proposé ça, parce que c'est assez flatteur. Et puis j'ai très hâte de faire ce workshop parce qu'on va aller jouer sur mon terrain de jeu favori. On va aller à la Défense, on va aller dans le 17e aussi, qui est un quartier qui est vraiment intéressant. Et voilà, mon actualité la plus proche. Je mettrai les liens vers tout ça dans les notes d'épisode. Vous pourrez vous y rendre et éventuellement même vous y inscrire. Et dites-lui peut-être à Alexis que vous venez de notre part, comme ça on saura que vous l'avez écouté et je pense que ça lui fera plaisir. Très bonne idée. Une autre actualité ? Si vous passez toujours par la galerie de Graines de photographe, j'ai ma série Horizon de béton, des photos que j'ai prises sur la Défense, qui sont exposées jusqu'au 15 ou au 16 mars, je crois. Je mettrai pareil le lien, l'adresse et tout ce qu'il faut pour y accéder. Pour te trouver, je rappelle qu'on peut aller sur ton site internet alexipaoli.com, Instagram alexipaoli tout attaché. On cherche ton nom, ton prénom sur Facebook et LinkedIn. T'acceptes tout le monde ? J'accepte tout le monde. Et je te remercie. Merci à toi, d'avoir Julien. passé ce petit moment avec nous. On est pile dans les temps, c'est parfait. C'était très intéressant. Et on aura l'occasion de rediscuter quand j'aurai fait le podcast de Laurent Cronenthal. Avec plaisir. Merci Alexis, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir passé un moment avec nous dans l'œil d'Alexis Paoli. C'est fini pour cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous voulez supporter ce podcast, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous et laissez un avis sur Apple Podcast. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.